L'histoire commence dans le nord de l'Italie, au pied des Dolomites, dans le petit village de Faradimel. Cette histoire, son histoire, Benvenuta Susanna, dite Nuta, l'a contée à Angelo Commel en 2003. C'est un message pour les jeunes, dira-t-elle, afin qu'ils n'oublient pas que la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes et qu'il faut toujours rester très vigilant. Nuta a vu le jour en 1919. Entourée de ses frères et sœurs, elle vivra une enfance sans problème jusqu'à ses 9 ans. La vie est dure au village et Nuta, en tant qu'aînée de la famille, doit quitter l'école après sa 3e année primaire et aller garder les vaches dans les alpages. C'est la coutume à l'époque. Durant toute la belle saison, Nuta reste là-haut avec une petite cabane comme seul abri. Le travail est très dur pour une petite fille de 10 ans. Dès l'aube, elle doit abreuver les vaches, faire le beurre, le fromage et la maquée, avec le lait trait la veille. Cette tâche achevée, elle mène le troupeau vers le pâturage. Commence alors pour Nuta une interminable journée, seule, à surveiller le troupeau et à rêver. L'hiver, c'est à la ferme qu'elle doit s'acquitter du matin au soir. Après 2 années de ce dur labeur montagnard, Nuta s'engage à Naples, comme femme de ménage dans de riches familles. Pour rembourser à ses patrons le prix de son billet de train de Farah jusque Naples, la pauvre travaillera 9 mois gratuitement. Les tâches sont réparties de façon très précise entre les membres du personnel de maison et la discipline est très stricte. Levée à 5 heures, Nuta prépare le petit déjeuner qu'elle servira toujours vêtue d'un tablier d'un blanc immaculé. Et puis les tâches se succèdent jusqu'au soir. Frotter, récurer, astiquer. Frotter, astiquer, récurer inlassablement. Après 9 années de bons et loyaux services au pied du Vésuve, Nuta rentre au pays. La majorité des habitants de son village ont adhéré au parti fasciste. Les chemises noires prospectent inlassablement dans les foyers afin de rallier un maximum de gens à leurs idées qui, disent-ils, sont le ferment du renouveau de l'Italie. Ces militants déterminés proposent à la brave Nuta d'aller travailler en Allemagne. C'est une grande chance pour toi et un honneur pour ta famille, lui disent-ils. Ces belles paroles convainquent ses parents qui marquent leur accord pour que leur fille réponde à cet appel. La famille Benvenuta fête Noël juste avant le départ de leur fille aînée pour le Grand Reich. Ils sont loin de se douter que c'est le dernier qu'ils passent ensemble. Dès le début du voyage, Nuta se rend compte que la réalité est loin de ce qu'on lui a fait miroiter. Un wagon à bestiaux, sans banquette, sans chauffage ni commodité. Et le voyage est très long, éprouvant, et la nourriture de plus en plus rare. C'est bien assez pour vous, leur rétorquent les accompagnateurs. Et puis vous devez montrer à nos amis allemands que vous êtes des durs. C'est avec un énorme soulagement qu'ils débarquent, exténués, à la gare d'Erisdorf, petite localité polonaise. La population réserve un bon accueil à cette main-d'œuvre qui ne va rien leur coûter. Tous vont en effet travailler dans les fermes de la région
pour assurer la prospérité de la grande Allemagne. Une grange rustique leur tient lieu de logement. Un repas à midi, un autre le soir. Invariablement, un bol de soupe et 3 pommes de terre bouillies. Celui qui souhaite un petit déjeuner doit le prélever sur sa ration du soir. L'ambassade d'Italie fournit aux nouveaux arrivants leurs premiers vêtements de travail. Les autres, ils devront les payer eux-mêmes avec leur salaire dérisoire. Nuta a ainsi travaillé 2 ans sans percevoir le moindre marque ni la moindre lire. Dans des champs jusqu'à perte d'horizon, par tous les temps, le travail est très pénible. Les dos souffrent, les genoux aussi, et les estomacs donc. Que dire alors de la discipline? Les gardiens ne les lâchent pas des yeux et répriment tous les manquements à coups de bâton. Quelles sont loin les belles paroles des recruteurs fascistes. Nuta et ses camarades n'ont aucun contact avec les villageois et n'ont droit à aucune distraction. Leur seul repère dans la journée sont la cloche du réveil et celle du coucher et le sifflet qui marque la fin du travail. Dans ces conditions de vie, le désespoir ne tarde pas à s'installer au sein de la petite colonie des travailleurs étrangers. Avec les bombardements de l'aviation alliée, leurs conditions empirent. La peur des bombes et la crainte de la réaction des Allemands deviennent permanents, réduits à un seul repas par jour. Les prisonniers s'efforcent de manger le plus discrètement possible les feuilles des betteraves ou les racines qu'ils arrachent. Vaille que vaille, les années passent. Nous voilà en 1943. Nuta a maintenant 24 ans. Son cœur bat un peu plus fort chaque fois que passe Joseph, un prisonnier belge qui mène un cheval. La chance sourit aux jeunes gens. Lors de la fenaison, ils se retrouvent côte à côte à charger les ballots. Entre 2 grands coups de fourche, ils lient connaissance. Désormais, ils ont une vraie raison de vivre. Ils s'échangent discrètement leur adresse et se promettent de se retrouver sitôt la guerre finie. Joseph rend à sa bien-aimée son prénom entier, mais en français. Désormais, elle s'appellera Suzanne. Lorsque l'Italie se désolidarise politiquement et militairement de l'Allemagne, les travailleurs transalpins changent de statut. Ils sont désormais considérés comme prisonniers. Mais ça ne change rien à leur quotidien. Ils n'étaient déjà guère mieux traités. 1944. Les Russes envahissent la Pologne et arrivent à Arisdorf. Américains et Anglais progressent à travers la France et l'Italie. Chez Suzanne et chez ses compagnons d'infortune, l'espoir est à son comble, mais la crainte des représailles les taraude. Elles ne se font pas attendre. Les prisonniers sont forcés de quitter leur ferme. Suzanne et Joseph sont séparés. Les voilà sur les chemins de l'Exode, dans des colonnes différentes et vers des destinations inconnues. Des journées de marche interminables jusqu'au bout de leur force. Une des étapes du calvaire de Suzanne, c'est le Stalag 2C. Juste le temps d'y passer une nuit. Une nuit au cours de laquelle son rêve se fait réalité. La colonne de Joseph y fait halte aussi. Le ciel veille sur les tourtereaux. Le lendemain, leurs colonnes repartent, ensemble. Marchez, marchez, toujours marcher. Vers un endroit où vous serez en sécurité et où vous serez bien nourris, disent les sentinelles. Mais personne n'est dupe.
C'est l'aviation allemande qui s'en prend aux colonnes des prisonniers maintenant. Nombreux sont ceux qui tombent sous les rafales des mitrailleuses. Dans bien des esprits, germe l'idée de l'évasion. Les sentinelles, qui sont aussi épuisés et découragés que les prisonniers et aussi exposés aux tirs des avions, relâchent leur surveillance. Après 3 tentatives infructueuses, Joseph et Suzanne saisissent une opportunité sérieuse et, accompagnés de 2 autres prisonniers belges, faussent définitivement compagnie à leur triste convoi et mettent dans la plus grande discrétion le cap vers l'ouest. La chance continue à leur sourire. En arrivant à Nuremberg, ils apprennent que l'Allemagne a capitulé. Ils sont donc libres. Libres. Libres, mais Suzanne n'a plus de pièce d'identité. Elle se trouve devant un grand dilemme. Doit-elle rentrer en Italie ou bien suivre son Joseph en Belgique? Pour que son histoire soit belle, c'est l'amour qui devait triompher. Un avion de la Croix-Rouge internationale déposera les amoureux sur le tarmac de Bruxelles. C'est en train qu'elle effectuera le trajet Bruxelles-Namur-Ciney. La Belgique est une grande inconnue pour Suzanne. Imaginez dans quel état d'inquiétude la jeune femme a vécu ce long et lent voyage. Suzanne, qui ne connaît que quelques mots de français, va devoir se débrouiller seule en faisant preuve de la plus grande prudence. En effet, elle doit bien se garder de révéler qu'elle est italienne, puisque son pays a collaboré avec le Führer. À Ciney, c'est un camion militaire qui l'emmène jusqu'à Avlanges. Les paysages champêtres qu'elle découvre lui rappellent un peu ceux de son pays, et c'est presque apaisée qu'elle arrivera à Avlanges. Le curé du village lui fournit un véhicule pour la dernière étape. Suzanne débarque enfin à Genève-en-Condro. Mais personne ne la connaît. Joseph a bien réussi à donner quelques nouvelles, mais les villageois se demandent qui elle est vraiment et ce qu'elle vient faire. Est-ce uniquement pour donner des nouvelles de Joseph? La barrière de la langue rend le dialogue difficile. Mais les cœurs, avec l'aide des mains, finissent par se comprendre. Lorsque libéré de ses dernières obligations militaires, Joseph rentre enfin au village quelques jours plus tard, tendres et émouvantes sont les retrouvailles sous le ciel du Condro. Avant de devenir officiellement mari et femme, ils doivent cependant encore attendre que Suzanne reçoive de nouveaux papiers d'identité et aussi obtenir l'accord du curé. Et ce ne fut pas le plus simple. Le 24 novembre 1945, Suzanne et Joseph se passent enfin la bague au doigt. À la fin de l'année 1946, les jeunes époux décident de se rendre en Italie, chez les parents de Suzanne. Le trajet est long et plein d'embûches. Au passage de chaque frontière, les nouveaux papiers d'identité de Suzanne leur causent en effet des tracasseries administratives. Leur arrivée à Faradimel est saluée par toute la population. Émotion chez les parents, joie chez les amis, les larmes coulent, c'est le bonheur. Mais la vie n'y est pas rose du tout. La guerre a laissé l'Italie dans un état de pauvreté particulièrement dramatique. Et il y a très peu de possibilités de travail. Au cours de son séjour là-bas, Suzanne réussit à convaincre son amie d'enfance Louisa de la suivre en Belgique avec son mari. Celui-ci rejoindra Joseph
comme ouvrier aux usines d'Éloi-Mathieu à Marchins. Un garçon viendra illuminer le foyer de Suzanne et Joseph, qui vivront paisiblement à Genève-en-Condro. En 1977, après 31 ans de mariage, Joseph s'éteint, bien trop jeune. Suzanne va souffrir très fort de son départ et petit à petit, elle se sentira rappelée par sa terre natale. Elle prendra le chemin de Faradimel et s'y installera. Les Dolomites sont certes son pays d'origine, mais en Belgique, elle a laissé son fils et ses petits-enfants. La nostalgie de son pays d'adoption la gagne peu à peu, et n'écoutant que la voix de son cœur, elle rentre définitivement à Genève-en-Condro. En 2003, âgée de 83 ans, Suzanne s'en est allée rejoindre son cher Joseph.